Bonjour tout le monde. Alors, quand on pense à la puissance d'un pays, l'image qui vient tout de suite, c'est souvent celle-ci. Des chars, des soldats, une armée, bref, ce qu'on appelle le hard power, la puissance par la force. Mais aujourd'hui, une bonne partie de la compétition mondiale se joue sur un terrain bien plus subtil. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. Et pour celles et ceux qui préparent le bac, c'est une question qui est vraiment au cœur du programme d'HGSP quand on nous demande d'analyser les formes indirectes de la puissance. Alors comment est-ce qu'un pays peut influencer le monde sans tirer un seul coup de feu? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour répondre à cette question, il y a une notion absolument essentielle à maîtriser, le soft power. Ce concept, on le doit au politologue américain Joseph Nye. Pour faire simple, ce n'est pas le pouvoir du bâton, mais plutôt celui de l'attraction. Comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est la capacité d'un pays à faire en sorte que les autres aient envie de la même chose que lui. Pas par la force, mais grâce à sa culture, à ses valeurs ou à sa diplomatie. Bon, voici notre programme. D'abord, on va définir un peu plus en détail ce pouvoir de l'influence. Ensuite, on verra deux exemples très concrets, la langue et les infrastructures. Puis, on appliquera tout ça à une étude de cas bien précise, avant de finir par une petite synthèse indispensable pour les révisions du bac. Allez, c'est parti! Alors, on plonge dans le sujet. Cette première partie, elle va nous servir à poser les bases. On va se demander comment les nations se font la compétition pour étendre leur influence avec des moyens qui ne sont pas militaires. Alors pour que ce soit bien clair pour tout le monde, regardons ça de plus près. À gauche, vous avez le hard power, la puissance dure. C'est la force brute, la contrainte, l'armée, les sanctions. Et à droite, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le soft power, la puissance douce. Là, c'est l'art de convaincre. Il s'agit de diffuser ses idées, sa culture, sa langue, pour que les autres pays s'alignent sur vos positions, presque naturellement, sans qu'on ait besoin de les y forcer. Et l'un des terrains principaux de cette bataille d'influence, eh bien, c'est la langue. Une langue, ce n'est jamais juste un outil pour communiquer, elle transporte avec elle une culture, une vision du monde et bien sûr des intérêts économiques et politiques. C'est un vrai enjeu géopolitique et on va le voir tout de suite avec le cas du français. Ce tableau, il est très parlant. Il nous montre que même dans une organisation comme l'Union européenne, rien n'est simple. Sur le papier, les 24 langues sont à égalité. Mais dans la réalité, on voit bien qu'à la Commission, 3 langues dominent. Et au Conseil, pour les sujets de politique étrangère, il n'y en a plus que 2. C'est bien la preuve que le multilinguisme, c'est un combat de tous les jours pour éviter qu'une seule langue, le plus souvent l'anglais, ne prenne toute la place. Face à cette domination, des organisations comme l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ne restent pas les bras croisés. Et comme on le voit ici, leurs actions sont très concrètes. On ne parle pas juste de culture, on parle de former des diplomates étrangers en français, par exemple à Chypre ou en Moldavie, pour que notre langue reste une langue de négociation internationale. On parle de soutenir des médias comme TV5 Monde pour qu'une vision du monde francophone continue d'être diffusée. Et c'est même un enjeu stratégique. L'OIF défend l'idée que pour le maintien de la paix en Afrique francophone, eh bien parler français, c'est un atout crucial. Chaque action est une pierre à l'édifice pour préserver l'influence du français. Allez, on change complètement de registre. On passe de la puissance immatérielle des mots à la puissance bien réelle de l'acier et du béton. Parce que oui, aujourd'hui, construire des ports, des routes, des chemins de fer dans d'autres pays, c'est devenu un des outils de soft power les plus efficaces du XXIe siècle. Et l'exemple le plus impressionnant, c'est bien sûr le projet chinois des nouvelles routes de la soie, qu'on appelle aussi la Belt and Road Initiative ou BRI. Lancé en 2013, ce projet est tout simplement pharaonique. L'idée, c'est de construire un immense réseau de ports, de voies ferrées, d'oléoducs à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique pour connecter physiquement la Chine au reste du monde. Alors là, attention, c'est un point crucial. Ce projet, il a 2 visages, 2 lectures totalement opposées. D'un côté, pour Pékin, c'est le rêve chinois, une stratégie gagnant-gagnant qui apporte le développement aux pays partenaires et ouvre de nouveaux marchés pour la Chine. De l'autre côté, pour les critiques, notamment les Américains, c'est la stratégie du piège de la dette. L'idée serait que la Chine prête beaucoup d'argent à des pays fragiles qui ne peuvent pas rembourser pour ensuite prendre le contrôle de leurs infrastructures stratégiques comme un port. Votre rôle, c'est de connaître et de savoir expliquer ces 2 visions. Pour que tout ça devienne bien concret, on va faire un zoom sur une région précise, l'océan Indien et la rivalité entre la Chine et l'Inde. C'est un cas d'école parfait de cette compétition géopolitique qui se joue par des moyens indirects. La Chine, pour sécuriser ses routes maritimes et étendre son influence, a mis en place ce que les analystes ont appelé la stratégie du collier de perles. L'idée est simple, financer et construire des installations portuaires tout autour de son grand rival, l'Inde. Le port de Gwadar au Pakistan ou la base militaire à Djibouti, ce sont les perles les plus connues de ce collier très stratégique. Et évidemment, cette stratégie est perçue comme une menace directe par l'Inde. Comme le dit bien cette citation, ce que la Chine présente comme un projet économique, donc du soft power, est analysé par l'Inde comme une menace directe à sa sécurité, quelque chose qui relève presque du hard power. Et là, on touche à un point fondamental. La frontière entre les deux est parfois très floue. Tout est une question de perception.
Bien sûr, l'Inde ne reste pas passif face à ce qu'elle voit comme un encerclement. Elle a mis en place sa propre contre-stratégie, qu'on a surnommée le collier de diamants. L'idée, c'est de tisser son propre réseau d'alliances et d'accès à des ports pour faire contrepoids. L'Inde renforce donc ses liens avec Oman, Singapour, l'Indonésie. C'est un véritable jeu d'échecs qui se déroule à l'échelle d'un océan entier. Bon, on arrive au bout de notre analyse. C'est le moment de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle et de synthétiser ce qu'il faut absolument retenir, surtout en vue d'une composition ou d'une étude de documents. Alors pour répondre à notre question du début, oui, une nation peut être très puissante sans une armée immense, en utilisant son soft power. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la puissance aujourd'hui, elle est hybride. Les États les plus puissants sont ceux qui savent combiner intelligemment le hard et le soft power. C'est ce qu'on appelle le smart power, la puissance intelligente. Allez, la petite fiche de révision pour le bac, c'est cadeau. D'abord, les notions à maîtriser sur le bout des doigts. Soft power, hard power, BRI, francophonie. Ensuite, les exemples précis à citer pour donner du poids à votre copie, comme la rivalité sino-indienne ou le rôle de l'OIF. Et enfin, les erreurs à ne surtout pas faire. Non, le soft power, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de puissance. Et non, un projet comme la BRI n'est jamais uniquement économique, il est toujours aussi géopolitique. La nuance, c'est ça la clé d'une bonne copie. Et je vous laisse avec cette question pour ouvrir à la réflexion. Elle fait le lien entre ce qu'on vient de voir et les grands enjeux de demain, comme la puissance numérique. La nature même de la puissance est en train de changer sous nos yeux, et la comprendre, c'est essentiel pour être un citoyen éclairé. Merci de votre attention et bonne révision.